Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous allons voir si la France n'est pas en train de se faire entraîner dans la guerre, initialement entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Si vous regardez notre contenu de la semaine dernière, vous verrez que ça ne sort pas de nulle part et que si un ancien pilote de la marine, pilote de l'aéronavale, que j'ai eu l'honneur de servir pendant près d'une décennie sur le porte-avions, a pu vous partager ça sur Internet, vous vous doutez bien qu'au niveau du CPCO, qu'au niveau de nos unités de renseignement, l'excellente direction des renseignements militaires, la DRM, la DGSE ou autres, ils y ont un petit peu réfléchi et ils ont un petit peu anticipé, et la picture, la visualisation que l'on a à l'instant T de la position de nos forces armées découle de choix, de décisions qui ont été longuement mûris en amont. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, on va voir comment la faiblesse, on peut le dire ainsi, de nos moyens prépositionnés dans la zone nous permettent quand même de nous acheter du temps. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, dans un premier temps, très rapidement, un petit peu la chronologie de ces 48 dernières heures. Ensuite, derrière, très important, la France dans le Golfe. On en a parlé la semaine dernière, mais je pense que c'est important de vous expliquer un petit peu pourquoi nous sommes là, où et quels sont nos engagements. Ensuite, vous avez forcément vu ces images. Le camp de la paix a été frappé par 2 drones. Il n'y a pas de pertes françaises. Ça a tapé au niveau d'un hangar. Alors je ne sais pas si celui-là, mais j'ai eu la chance de dormir sur un lit Pico. Pour ceux qui ont fait leur service, ça leur rappellera peut-être des trucs. Après, derrière, eh bien, où est notre marine? Ce que l'on sait à l'heure actuelle, et je vous rappelle que Hormuz, en théorie, c'est en train de se fermer. Très important, les stocks de munitions, on n'arrête pas d'en parler, et malheureusement, vous allez voir que ça a son impact. Et c'est là où je vous propose, s'il y a besoin, c'est chapitré en dessous, de vous apporter le plus de valeur avec bien mon domaine de compétences. Moi, je ne suis pas géopolitologue, je suis ancien pilote de combat qui a fait la guerre dans cette zone, qui a intercepté un drone iranien à l'époque et qui connaît un petit peu comment ça se passe quand vous êtes chef d'une petite équipe. Et ce que je vous propose dans cette vidéo après, c'est d'aller au tableau, si vous habitez actuellement aux Émirats ou autres, et de vous montrer comment, si j'étais émirati, je défendrai l'espace aérien. Et pourquoi je choisis de prendre l'exemple émirati? Eh bien tout simplement parce qu'on a des accords de défense avec eux. Allez, on attaque. Alors vous le savez, vous avez vu ces images, au moment où je tourne, nous sommes dimanche soir, des militaires français ont vu le panache de fumée sur la base, c'est assez rare quand même pour le signaler, et nous avons de nombreux Français qui sont bloqués un petit peu partout dans le Golfe, que ce soit des personnes qui étaient en vacances ou alors des ressortissants. Je vous rappelle que si on prend toute la zone très macro, il y a près de 200 000 personnes, ça compte les binationaux. On a vu également que le Golfe s'est complètement embrasé ces 48 dernières heures, ce que l'on expliquait mercredi dernier comme étant l'option numéro 3 et celle que sont en train de dérouler les Iraniens. Pour combien de temps, nous ne savons pas, et méfiez-vous des gens qui ont des certitudes en ce moment. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Iran a été attaqué par Israël et les États-Unis, y compris avec des avions bombardiers, que les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, base française aux Émirats, l'Irak, le Koweït, la Jordanie, présence italienne au Koweït, où d'ailleurs les Américains ont pour l'instant 3 morts officiels, Bahreïn, mais également la Syrie, et même Chypre, où il y a les Britanniques, eh bien tous ces pays ont été plus ou moins directement impactés. Pour rappel, l'opération s'est lancée samedi 28 au petit matin. Si vous êtes allé dehors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de lunes, on en reparlera. Bizarrement, la lune, ça facilite la chasse aux drones. Que dans un premier temps, la frappe israélienne et américaine a visé à faire tomber toutes les hautes têtes du régime, ce qui a apparemment très bien fonctionné. On pourra revenir dessus cette semaine, il y a les images qui sont sorties. On débriefera tout ça, laissez-nous quelques jours. Là, je pense que la priorité était sur la réaction française. On a vu également l'utilisation de nouveaux armements, les fameux Tomahawk Black, mais également des drones d'attaque suicide américains, apparemment pour la première fois. Des frégates iraniennes ont été coulées, des centres de commandement, des têtes pensantes, mais également la marine très fortement ciblée comme annoncé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette campagne n'est pas très flexible. Vous envoyez beaucoup de moyens dans la zone, c'est ce qu'on appelle des Comao. Il y a de multiples atouts, des avions, de la guerre aérienne, du renseignement. Tout ça doit être parfaitement coordonné et ça fait des semaines, si ce n'est des mois que tout cela se prépare. De l'autre côté, les Iraniens ont répondu avec des salves de missiles, que ce soit des missiles balistiques qui passent
extrêmement qu'un avion de chasse, par exemple, ne pourrait intercepter, qui doivent être interceptés par des systèmes sol-air spécifiques. Donc pour faire très simple, vous avez les drones, basse altitude, basse vitesse, qui peuvent être plus ou moins interceptés partout, mais quand vous avez des très gros intercepteurs, c'est du gâchis. Et vous avez après les balistiques, l'aérobalistique, ça monte très très haut, ça accélère et après ça va descendre. Et certains font même des manœuvres. Regardez ces images d'un patriote qui initialement tire 2 missiles. Les 2 se font tracher, comme on dit. Il tire un 3e missile. Très bonne action de la part des opérateurs du Patriot, mais le missile passe quand même. Et autre point qui explique aussi des pertes au sol, eh bien même si vous arrivez à toucher un missile, il arrive avec une telle énergie cinétique, sa vitesse, du fait de son énergie potentielle de pesanteur, son altitude, eh bien que ça fait quand même des projectiles et vous pouvez être touché par un intercepteur au sol, vous pouvez être touché par le missile, car tout cela produit des morceaux qui vont devoir retomber. Donc depuis 2 jours maintenant, on voit des vagues d'assaut qui vont attaquer l'Iran et vous avez derrière des ripostes, initialement avec du missile balistique, avec également du drone et comme on l'a dit sur cette chaîne, le talon d'Achille de la riposte iranienne, c'est les lanceurs. Ils en ont beaucoup moins, il y a une grande campagne pendant la guerre des 12 jours, donc ils ont moins cette capacité à saturer le dôme de fer, à être gênant pour Israël. Et donc ils ont décidé d'attaquer tous les alliés de la région qui hébergent des bases américaines. Et là, c'est beaucoup plus difficile de se prémunir de ces attaques, car ils vont envoyer des petits drones, des drones qui en volant en basse altitude, surtout peuvent être lancés de plus ou moins n'importe où dans le pays. Et n'importe quelle petite escouade avec quelques hommes peut lancer un drone qui derrière peut taper une base navale étrangère. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait cette base navale française? Tout simplement parce que la France a signé des accords avec les Émirats en 1995 puis en 2009 où nous avons pu implanter la base navale, nous implanter avec l'armée de l'air sur la base d'Al Dafra où il y a également les Américains et également avoir un camp avec une brigade tout entière interarmée. Il faut noter qu'en 2022, quand il y a eu la guerre avec les Houthis, avec le Yémen, vous avez des avions de chasse français qui ont décollé pour aider la protection, la sécurisation du ciel des Émirats parce qu'il y a eu des attaques de drones suicides. Donc ce n'est pas nouveau. Et les Émiratis sont très conscients de ça. C'est pour ça qu'ils ont 12 batteries patriotes, qu'ils ont une 50aine de Pantsir pour de la défense plutôt de points, 2 THAAD contre l'aérobalistique, et qu'ils ont également commandé des MSAM, qui sont des sortes de S-400 coréens un peu particuliers, mais qui ne sont pas encore arrivés, je crois, pour la plupart. Et donc vous avez, pour la taille du pays, une densité de systèmes solaires qui est absolument incroyable et qui va impacter votre capacité à vous défendre face à l'Iran. On va en reparler. Mais vous voyez que même avec tout ça, il y a des missiles, il y a des drones qui passent, car comme on l'expliquait dès l'année dernière, quand c'était Israël qui était attaqué, vous ne pouvez pas garantir 100% de taux d'interception. On l'avait expliqué l'année dernière, on s'était même fait interdire une vidéo sur YouTube sur le sujet, et maintenant tout le monde a l'air d'être plutôt d'accord avec ce narratif-là. Alors, dans la zone, où est-ce que nous avons des hommes? Nous l'avons vu, la base navale attaquée, heureusement, pas de blessés. Nous avons des rafales qui sont basées sur la base d'Al Dafra. Nous avons également en Jordanie, nous louons de la place au niveau de la base aérienne en Jordanie. Nous avons en moyenne 4 rafales qui sont là-bas, qui participent aux opérations au Levant, Irak, Syrie. Nous avons également Djibouti avec des Mirage 2000, très utilisé, très sollicité lorsqu'il y a eu tous les conflits contre les Houthis. Et à partir de là, ça vous donne une vision un petit peu de la zone. Vous avez forcément également la Corse, si on commence à voir se rapprocher, Solenzara, qui mine de rien a été une sorte de porte-avions lors des opérations de combat contre la Libye et qui serait un point un petit peu avancé par rapport à la France s'il faut commencer à faire des ponts aériens. Même si, je ne vous cache pas que s'il faut commencer à rapatrier des gens, vous avez le grand hub au niveau de Istres qui sera probablement plus facile, mais il ne faut pas oublier qu'on a Solenzara, ça permet des fois de gratter quelques kilomètres. À côté de ça, eh bien, on a également la marine. Vous avez le groupe aéronaval qui est actuellement en mer Baltique, en Europe du Nord. Si vous voulez le ramener en Méditerranée orientale, c'est à peu près une dizaine de jours. Faut pas oublier qu'il a besoin, pendant son transit, eh bien, de catapulter ses pilotes pour la currency. On a l'expérience. Moi, j'ai 200 appontages. Et la currency, ça fait des années que je n'ai pas apponté. Vous me mettez sur le char, je peux pas voler, je peux pas apponter. Donc, vous avez besoin d'être frais, d'avoir apponté, par exemple, 2 nuits ou 2 jours, sous X jours pour pouvoir faire la mission. Tout comme vous avez besoin d'avoir fait tel type de mission, par exemple de l'attaque aérienne, dans les X derniers jours ou derniers mois pour pouvoir faire la mission. Donc quand on déplace un groupe aéronaval, c'est pas que on met les gaz à fond, on y va, il faut ravitailler le groupe aéronaval, donc ça demande du ravitaillement à la mer, ce qu'on appelle du RAM, et ensuite derrière, il faut également faire du catapultage, faire de l'appontage pour que quand on arrive sur zone,
on puisse aider. Maintenant, si on arrive en Méditerranée orientale avec le porte-avions, aider à quoi? Protection de cette partie-là, pourquoi pas? Projection vers l'Iran, pourquoi pas? Avec des tankers ou avec des nounous. Mais c'est pas à côté, mais c'est tout à fait possible. Après les attentats du Bataclan, nous étions au large d'Israël, qui nous avait ouvert son espace aérien, et nous rentrions, on allait dans le nord de l'Irak, en passant par la Jordanie, ça pose aucun souci. Vous pouvez aussi vous dire qu'on pourrait prépositionner des avions un peu plus proches, par exemple en Jordanie. Il y a beaucoup de solutions possibles, on va les voir. Et là, je vais peut-être vous surprendre en tant qu'ancien marin, mais la solution la plus véloce, si on veut renforcer notre dispositif dans la zone, c'est de demander à l'armée de l'air. Pourquoi? Eh bien parce que le groupe aéronaval, même s'il est à la mer, même s'il est prêt, il n'est pas à côté. L'armée de l'air a de la réserve, c'est pour ça que dans leur contrat opérationnel, ils peuvent faire une multitude de choses, et là, on n'a plus de plots en Afrique, on aurait capacité, sous un délai assez court, d'envoyer des avions là-bas. L'armée de l'air sait faire. Maintenant, la grande question est, pourquoi? Quel objectif? Avec quel armement? Pour quelle mission? Et avant de nous focaliser dessus, rappelez-vous qu'on a des frégates, des bateaux. On a par exemple des FDI. FDI, il y en a une qui est partie le 14 janvier de Brest. Le Charles de Gaulle, il est parti le 27 janvier. On a des frégates de défense aérienne, des frégates multimissions. Mais comme ça a été nommé pas mal de fois dans la presse et également en commission sénatoriale, on n'a pas beaucoup de missiles sur ces navires. Et si vous voulez commencer à les rapprocher de la zone, il faut se poser la question, pourquoi? Et c'est là où c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, le fait de ne pas avoir toute notre marine qui est juste à côté de la zone de combat, ça permet de tempérer un petit peu et de garder plus de portes ouvertes pour les décideurs politiques. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais tranquillement assis dans mon fauteuil, quand j'analyse tout ça, je me dis que c'est plus facile pour notre décideur politique de ne pas avoir la marine et trop de navires dans la zone que s'il avait tout le groupe aéronaval, par exemple, qui était actuellement dans le golfe Persique, ce qui poserait d'autres soucis. À ma connaissance, il y a au moins une frégate dans le coin, et on va voir au tableau blanc comment elle peut être utilisée ou pas. Alors, si vous êtes encore là, on a parlé un petit peu de la zone, on a parlé de la problématique de munitions, nous avons parlé également des Français sur place, de l'arrêt des vols, toute cette zone où il y a plus de 1700 vols qui ont été arrêtés, Air France suspendu, et là, il y a un moment, qu'est-ce que l'on fait de nos ressortissants? Donc, il y a déjà eu des points aériens par le passé. L'armée de l'air a par exemple les excellents A400M qui peuvent faire ce genre d'opération. On a vu également des opérations avec des bâtiments de projection. Ce qu'il faut voir, si vous regardez par exemple les Émirats, eh bien, il y a accès du côté d'Oman là à la mer. Donc, on pourrait très bien exfiltrer tout le monde par la route initialement et après par la mer en évitant Hormuz. Donc, vous n'êtes pas obligé avec la marine, par exemple, vous envoyez des bâtiments de projection, eh bien, de faire tout le tour. Vous pouvez sécuriser, vous pouvez aider sur cette partie-là, accessoirement, pas trop loin du groupe aéronaval américain, donc dans une bulle de protection cohérente. C'est pour ça que c'est très important de toujours regarder la géographie. Donc, des évacuations, c'est possible. Maintenant, d'un point de vue plus militaire, on peut faire de l'antibalistique ou on peut faire de l'antidrone. On peut également faire de l'offensif. Au moment où je tourne cette vidéo, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont dit qu'ils seraient prêts à prendre part à des actions défensives contre l'Iran. Typiquement, pour aller faire de la chasse aux lanceurs, de la chasse à certains points. Là, on est sur de l'action offensive. La Lune nous aide. Je vous ai dit que je vous parlerais de la Lune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les armées occidentales fonctionnent avec des jumelles de vision nocturne. La Lune fonctionne tellement bien, on a 5 niveaux de nuit. La nuit 1, c'est comme en plein jour. La nuit 5, il fait nuit noire. Même avec des jumelles de vision nocturne, vous ne voyez pas grand-chose. Quand on travaille sous JVN en nuit 1, pour vous donner une idée, si vous voulez faire une passe canon, attaquer quelque chose, il y a de grandes chances que vous mettiez la Lune pas devant vous, elle va vous éblouir. Donc avec une lune comme ça, on voit au-dessus du territoire ennemi comme en plein jour. Et si votre objectif est de trouver des mouvements au sol d'adversaires, vous comprenez pourquoi ils ont attaqué en ce moment. Pour ce qui est de l'antibalistique, en France, on a la capacité de le faire avec nos excellents Aster. Il y a une nouvelle version qui arrive. Le problème, on en parle depuis longtemps sur cette chaîne, on n'en a pas commandé beaucoup. Donc là, on va pas se mentir, on peut pas en projeter au Moyen-Orient. À court terme, c'est très peu probable. Surtout que des pays comme les Émirats Arabes Unis, où on a quand même beaucoup d'intérêt à cause de nos bases, et surtout on a ces accords de défense, eh bien, ils ont déjà de multiples systèmes. On pourrait dire, de quoi vont-ils manquer? En fait, ils vont manquer de missiles. Et là, les missiles, nous, on n'en a pas à leur donner, ce sont des missiles américains. L'autre possibilité pour faire d'antibalistique, c'est de mettre des frégates. Si nous avons effectivement une frégate dans la zone, elle a un nombre d'interceptions plus que limité. Il vaut mieux les garder quand il y a vraiment besoin. Et donc, du coup, on a tout avantage à attendre que les stocks de missiles descendent pour pouvoir, à ce moment-là, venir aider. Et d'un point de vue politique, eh bien, votre aide,
à un coût visible, un retour sur investissement si vous le souhaitez, beaucoup plus efficace. Et maintenant, on va se poser la question de l'anti-drone car c'est ça qui a tapé notre base. Très bien, nous voici devant la carte. J'ai fait simple, hein. On a ici les Émirats. Par ici, vous regarderez, on a effectivement l'accès à la mer. Le détroit d'Ormuz, qui dans la vraie vie est beaucoup plus petit. Et là maintenant, imaginez, vous avez Dubaï et là notre base française qui a été attaquée. Alors, les drones peuvent arriver plus ou moins de n'importe où. Il faut même se méfier de ces bêtes-là si ça arrive par derrière. Hein. Ça peut quand même faire de la distance. Et comment est-ce que vous allez protéger votre espace? Comme nous l'avons vu, vous avez beaucoup de systèmes solaires. À partir de là, les systèmes solaires vont être équipés de manière à faire des bulles comme ça de protection. Alors, on est sur Internet, c'est de la source ouverte. Je vous fais tout ça de manière... Les distances ne sont pas contractuelles, si vous souhaitez. J'ai donc ma défense, qui est une défense, on va dire, de zone, comme ça. Ensuite, on va faire de la défense de points pour certains endroits avec d'autres systèmes. Donc là, par exemple, on peut mettre du Patriot. On aura peut-être le THAAD aussi, lui, qui peut engager, mais tout ce qui est très très haut, et seulement ce qui est très très haut pour lui. Et là, on a le Patriot qui peut tout engager. Et ensuite, on a de la défense de points pour certaines zones, pourquoi pas, plus précises par endroit. Ok, vous avez l'idée, il y a un maillage. Maintenant, vous avez vos avions de chasse qui décollent. Qu'est-ce que l'on fait de nos avions de chasse? Vos avions de chasse, et là je me réfère à une excellente vidéo de l'armée de l'air américaine qui explique comment les Américains ont intercepté en 2025 les différentes vagues avec 2 lignes, donc c'est tout sur Internet. Ils ont créé en fait 2 grandes lignes, line 1, line 2, et vous avez des avions de chasse, bon, 2 avions qui tournent comme ça, hop, line 1, hop, face à la menace, ce qu'on appelle de la CAP, Combat Air Patrol, et vous avez line 2, et vous avez comme ça vos avions qui tournent, éventuellement des petits tankers qui traînent également. Les Émiratis ont des avions de guerre aérien, vont des avions des AWACS en fait, et ça détecte, ça envoie, et avec les radars allumés, ça envoie, et ensuite on sort, chacun se dit, bah tiens, là il y a un contact qui arrive, et leader, paf, ou 2 commit, j'y vais, je vais traiter. Ensuite il y a un leaker, il y en a un qu'on n'avait pas vu, qui est là, paf, et bah c'est lui, 3 qui va targeter. Et maintenant on détecte qu'en fait il y en a un ici, il est derrière toutes les lignes. Eh bien, par exemple, il n'y a plus de chasseur qui peut y aller avant de pénétrer dans cette zone-là. Et pour éviter les tirs fratricides, on a dit interdiction pour les chasseurs de se rapprocher là. Tu lâches la cible, tu fais demi-tour. Et là, maintenant, c'est par exemple le système solaire qui traite. Et comme ça, vous avez une défense en différentes couches, que ce soit dans la 3e dimension ou que ce soit dans la 2D. Et là, l'armée de l'air Émirati, qui dispose d'une bonne cinquantaine de F-16, qui dispose de plusieurs dizaines de Mirage 2000, peut très bien mettre en place ceci, la complexité, tenir sur la durée, parce que vous êtes face à une menace qui peut vous attaquer n'importe quand, H24, et donc vous allez devoir, fonction du renseignement, fonction de vos moyens, faire tenir dans la durée vos blocs. Donc ça, si on vous dit ça dure 3 jours, vous faites ça, mais maintenant, imaginez, ça dure 3 mois cette histoire, ou 15 jours. Et bien là maintenant, vous mettez peut-être, hop, très bien, 2 lignes. Et là ici, vous avez une patrouille au milieu. Pourquoi pas un avion là, un avion là. Pourquoi? Parce que vous faites avec vos moyens, il faut tenir dans la durée. Et c'est là où, si l'armée de l'air française arrive, si le porte-avions vient plus tard et autres, vous arrivez, vous réinjectez de l'humain, vous réinjectez de la machine, de la dispo, et on peut continuer à armer tout ça. Et c'est pour ça que c'est ce que je vous dis depuis le début. Au final, le fait que la France n'ait pas prépositionné de troupes dans la zone permet à tous ces pays de s'organiser, de voir un petit peu comment ça se passe, à l'Iran de voir également comment ça se passe de son côté. Et puis après, derrière, le temps, et slash l'excuse que l'on a pour que nos moyens arrivent sur place, nous permettent normalement d'arriver avec une situation un petit peu plus consolidée. C'est mon hypothèse de travail à l'heure actuelle qui explique pourquoi nous n'avons pas vu de prépositionnement dans la zone de nos moyens, ce qui vient servir 2 objectifs, comme on l'a vu. Le premier, s'acheter du temps, qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Le tout dans une logique non escalatoire qui puisse nous être reproché. Et dans un deuxième temps, eh bien, s'il n'y avait pas d'attaque, vous n'avez pas prépositionné vos troupes pour rien. Maintenant, on sait qu'il y a attaque. C'est exactement comme la guerre ou les investissements boursiers. Quand vous connaissez la fin de l'histoire parce que vous étudiez
l'histoire après la guerre, c'est toujours plus facile de juger. Là, nos décideurs ont fait avec les cartes qui étaient les leurs. Nous avons vu un petit peu la zone. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur comment nos moyens, des moyens aériens, peuvent être utilisés pour protéger ce pays. Et encore une fois, si j'ai fait le choix de ça, c'est parce que notre base française a été attaquée. Nous avons des Rafales ici qui pourraient, dès demain, ça se trouve ils le font déjà, et on apprendra dans quelques jours, participer à la protection parce que ça a déjà été fait en 2022 et dans le cadre de nos accords, c'est également prévu. Je vous rappelle que les Émiratis ont commandé 80 Rafales à notre fleuron national d'assaut. Très bon choix, si vous voulez mon avis, pour défendre leur espace aérien, mais qu'ils ont également des traîneurs chinois et qu'ils envoient régulièrement leur Mirage 2000 s'entraîner en Chine. La géopolitique, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air et ça dépasse mon seuil de compétence. J'étais là aujourd'hui pour vous expliquer ça. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci à tous ceux qui ont commandé les posés pas cassés, qui ont précommandé le livre avec les 551 patchs qui partent. Et puis au plaisir de se retrouver en intervention dans votre entreprise ou en workshop ou en séminaire à Osgore. À la fin mai, il nous reste quelques places. À très vite. Et encore une fois, vous ne trouverez pas plus anti-guerre qu'un militaire qui a été au combat pour son pays. Très honnêtement, on sait quand ça commence, on ne sait jamais ni comment ni quand cela se termine. Et je préférais être tranquillement en train de faire autre chose que en train de faire ces vidéos, je ne vous cache pas. Bon courage à tous les expats qui sont là-bas. La 400M, c'est pas très confort. Si vous en faites un tour, vous verrez pour ouvrir votre petit carnet de vol. Et sinon, moi je verrais bien une évacuation par là, mais il faut le temps que les moyens arrivent et surtout que la décision tombe. Bon courage à tous et fly safe.